terrible à l'italienne Viperetta. De quoi s'agit-il? En 1919 sort en Italie Viperetta, ce qui signifie petite vipère, un conte illustré pour les petits-enfants, dit le sous-titre, d'Antonio Rubino. Alors, qui est Antonio Rubino? On va voir que le style très personnel de ce grand auteur illustrateur pour l'enfance est marqué par des influences diverses. Le symbolisme a laissé une trace dans ses figures ambiguës et dans le soupçon de méchanceté qu'il percevait dans l'âme infantile. L'art nouveau, dans son trait toujours chargé d'ornements et de fioritures. L'art déco, dans la fragmentation des éléments décoratifs et la multiplication des figures géométriques. Enfin, le futurisme le rapproche de De Pero, pour sa prédilection pour les compositions de marionnettes colorées. Mais Rubino se disait autodidacte et ne se reconnaissait dans aucune école ni courant artistique. Dessinateur pour les meilleurs périodiques italiens pour la jeunesse du début du XXe siècle, il publie aussi des ouvrages pour l'enfance écrits et illustrés par lui-même. Tout comme les autres, Viperetta est un iconotexte qui, sans être un album, établit une relation continue et dialectique entre l'apparat textuel et l'apparat iconographique. Viperetta campe dans la littérature enfantine italienne une figure inédite de petite fille dont le tempérament est aux antipodes du stéréotype féminin de l'époque. Têtue, taquine et même cruelle, la protagoniste se montre insupportable et tyrannique. Elle se rebelle contre les règles et les contraintes de toutes sortes, mais sait aussi démasquer les hypocrisies et se révéler indépendante et courageuse au cours des péripéties qui vont la conduire des intérieurs bourgeois des familles respectables aux espaces imaginaires du monde de la Lune. Car ce conte illustré pour les petits-enfants est une œuvre complexe qui se développe sur plusieurs plans et selon plusieurs registres, où se succèdent le roman comique et la satire sociale, le voyage imaginaire et le roman d'éducation. L'ouvrage est divisé en 4 parties, dont 2 se déroulent sur Terre et 2 sur la Lune, selon le parcours d'aller-retour qui sera celui de la protagoniste. La formule de l'incipit est celle des contes. Il y avait une fois, mais la naissance de Viperetta n'est pas due à la magie. À l'origine de la terrible enfant, il y a un couple de jeunes gens ordinaires dont le mariage a été arrangé par leur famille. Mais ils manquent de maturité et passent leur temps à se quereller et à s'insulter. Si ces parents imparfaits décident d'avoir un enfant, c'est parce qu'ils ont compris que ce n'est pas possible de jouer à mari et femme sans posséder un petit bout de poupée. Loin d'être le fruit de leur amour, leur bébé sera celui de leur mésentente, gravé dans le futur prénom dont ils entendent l'affubler. Crapaud pour un garçon, vipère pour une fille. Et voilà que, par une nuit de pleine lune, naît une toute petite fille qui ne ressemble en rien à un angelot. Son visage cramoisi est ridé et son premier geste est un mouvement de dépit. Comme dans les contes de fées, une vieille femme se penche sur son berceau et décide de son destin. C'est leur voisine Ziluna qui emporte le bébé dans sa mansarde et ouvre la fenêtre pour l'exposer à la lumière de l'astre nocturne. Ce baptême lunaire laissera sur le front de Viperetta une marque blanche indélébile et confirmera son tempérament lunatique. Dès ses premiers jours de vie, Viperetta manifeste une nature maligne et féroce. Quand sa mère lui donne le sein, elle trouve le moyen de la mordre jusqu'au sang. Ses pleurs ne sont pas non plus celles d'un bébé ordinaire. Elle s'amuse à crier pendant des heures sans raison, parce qu'elle sait que, ce faisant, elle sera au centre de l'attention familiale. Impossible de résister à ses cris, car elle connaît à fond l'art de déchirer l'âme et les oreilles. Et les modules afin de les rendre insupportables. C'est pourquoi son père embauche une bonne d'enfant sourde. Quand Viperetta ne pleure pas, elle tourmente ses parents en leur pinçant méchamment le visage. Les mois passent, et la petite commence à percer des quenottes pointues, espacées et coupantes à donner des frissons, qui lui confèrent une apparence de petite ogresse, de sorcière enfantine vorace, comme dans les contes folkloriques. Derrière le narrateur se profile l'auteur, père de 4 enfants, qui avait déjà une expérience personnelle de la psychologie des nourrissons. Dans la dédicace d'ailleurs, il reconnaît la part que le livre doit aux caprices de sa fille Léopoldine. Psychologie qu'il observe ici avec une distance amusée et dépourvue de tendresse,
pour donner une touche perfide à ce personnage de petite fille sans douceur ni docilité. Un beau jour, Viperetta se met à parler. Et les premières paroles qu'elle prononce sont « Non, va-t'en, sale grenouille, idiote, méchante, vilaine ». En vain, sa mère lui suggère les mots aimables qui conviennent à son sexe, comme « oui, étoile dorée, amour, bonté, merci beaucoup, ange du paradis ». Mais en réalité, en proférant ces gros mots, cette petite fille qui ne se laisse pas domestiquer facilement est le révélateur de l'incivilité de ses parents, qui se disputent à longueur de journée et s'insultent. Tandis que Viperetta, avec sa langue acérée, commence à endosser le nouveau rôle qui va la mener à dénoncer la fausseté des rapports familiers et de voisinage, le roman va changer de registre en passant du comique à la satire sociale. La petite fille, qui a grandi en formant la désolation de ses parents, a désormais 5 ans. Incapable de lui apprendre les bonnes manières, ses géniteurs tombent d'accord pour considérer qu'elle a besoin d'être en compagnie d'enfants bien élevés et décident de la conduire en société. Des visites sont donc programmées chez 2 familles comme il faut du voisinage. Viperetta se rend d'abord chez la comtesse Gingheri, une dame qui se veut très distinguée et parle avec beaucoup d'affectation, comme le signifie d'ailleurs son nom en italien. Et il va jouer avec les enfants Gingheri pendant que les 2 dames bavardent dans le salon. Mais leur conversation est brusquement interrompue par un vacarme infernal, car Viperetta a vite fait de pervertir les garçons Gingheri, et tous ensemble, déguisés en sauvages, ils exécutent la danse des anthropophages. La comtesse, indignée, met à la porte Madame Rini et sa fille, qui répliquent par une remarque juste mais désobligeante. Malgré cet échec, les parents ne renoncent pas à une 2e tentative, et la mère annonce à Viperetta qu'elle la conduira dans une famille où il y a des enfants sages et qu'elle pourra manger des gâteaux et des chocolats. Pour qu'il n'ait pas d'impair, elle va lui faire promettre de répondre « oui, madame » à toutes les questions. La nouvelle visite permet à l'auteur de donner une autre image moqueuse des convenances et des habitudes d'une prétendue famille modèle, où les enfants doivent réciter des poèmes insipides et exhiber leurs travaux scolaires en présence des invités. Mais Viperetta fera voler un éclat tant de fausses perfections lorsqu'elle comprendra qu'on ne lui servira pas les douceurs promises. Se voyant trompée, elle traite sa mère de menteuse et la dame Gingheri d'effrontée et de susceptible. En entendant cela, la dame sort de ses gonds, alors Gingheri veut dire gond en italien, et Viperetta se retrouve mise à la porte de cette 2e maison. De ces 2 épisodes émerge la première strate de l'intertextualité qui a présidé à la construction du paradigme de Viperetta. Le redoutable Jean la Burrasca, héros du roman éponyme Il giornalino di Gian Burrasca de 1911 de Vamba. Un garnement insupportable dont l'inadaptation est attribuable au désir de transgresser les normes que la société impose aux enfants. Comme Gian Burrasca, cet enfant terrible sème le désordre partout où elle passe, en se comportant comme une petite sauvage et en répondant avec impertinence. Comme son alter ego masculin, son insolence n'est qu'une sincérité sans concession qui l'amène à démasquer les mensonges et les hypocrisies des adultes qu'elle croise. Et ses réparties sont des critiques répondant à une logique sans faille. Néanmoins, à la différence de Vamba, Rubino mène cette critique de la société bourgeoise à laquelle il appartient avec légèreté. Il raille les habitudes conformistes et les manières ridicules de son milieu pour faire rire le lecteur, tout en adhérant pour le reste au système culturel de son temps. Tandis que Vamba enracine solidement son héros dans la société florentine, Rubino, auteur moins satirique et plus fantasque, va faire évoluer Viperetta entre 2 mondes, le monde terrestre et un monde imaginaire, le monde de la Lune, un nouveau pays des merveilles dans lequel, à l'instar d'Alice, la protagoniste vivra des aventures extraordinaires. Après sa sortie en catastrophe de la maison Gingheri, Viperetta est sévèrement punie par son père, qui, après l'avoir corrigée, l'enferme dans le grenier. Dans l'obscurité, la fillette se voit entourée par de petits êtres bizarres qui déclarent être ses caprices et qui la prennent par les cheveux pour l'emporter dans les airs
jusqu'à la Lune. S'insérant pleinement dans la tradition du voyage merveilleux, le voyage sur la Lune est depuis l'Antiquité un topos littéraire et philosophique qui fait du satellite de la Terre le lieu privilégié dont s'est servie l'imagination humaine pour se confronter au thème de l'ailleurs et du monde à l'envers. Dans les parties centrales du roman, Viperetta sera donc plongée dans l'expérience étonnante d'une initiation dans l'éloignement extrême. Viperetta va faire la connaissance des habitants extravagants de cet univers paradoxal. D'abord, la fée Lune, une dame belle et hiératique qui ne s'exprime qu'en vers. Elle conduira Viperetta dans la ville d'Archimède, où 3 étranges vieillards vont lui servir de précepteurs. La fillette en a vite assez de leurs leçons et de leurs sermons, et au lieu de les écouter, elle leur joue des tours pendables. Elle cache dans leur chapeau des animaux qui les mordent, met du poison dans leur tabatière, noircit leurs lunettes avec de la fumée. Elle réussira enfin à s'échapper de leur école en compagnie de Paulette, une petite fille lunaire, docile et complaisante, qui l'entraîne dans sa fugue. Le lendemain matin, la petite robe rouge de Viperetta détonne dans cet univers aux couleurs blanchâtres et amuse les habitants. Le vacarme intrigue le roi Plenilunio, qui rit aux larmes en l'apercevant et se dit que cette robe est si gaie qu'elle pourra rendre le sourire à son fils Lunello, un jeune homme mélancolique, solitaire et méfiant. Introduite en présence du fils du roi, Viperetta ne tarde pas à le traiter d'âne, d'idiot et d'imbécile. Mais le prince est si charmé par la couleur éclatante de son vêtement qu'il ne se tient plus de joie. Il décide d'épouser Viperetta, décision qui va être suivie immédiatement d'application. On commence à lui faire une coiffure extraordinairement compliquée, mais Viperetta perd patience et s'énerve, si bien qu'il faut recommencer plusieurs fois. Au moment de la cérémonie, la mariée n'est pas prête et fait éruption dans la salle du trône sans sa petite robe rouge et le cheveu en bataille. Quand le prince refuse de l'épouser, elle se met en furie, couvre les membres de la cour de tous les vilains mots qui sortaient par torrent de sa bouche, puis déclare que, plutôt que d'épouser un prince crétin comme Lunello, elle se fera couper la langue. Ce qui lui attire les foudres du roi Plenilunio excédé, qui crie « Mais coupez-la lui vraiment, la langue, à cette braillarde !» tout comme la reine de cœur avait crié « Off with her head » à l'encontre d'Alice au pays des merveilles. Les ordres d'un roi, même sur la lune, doivent être exécutés. Aussitôt, les gardes se jettent sur Viperetta, la ligotent et l'enferment dans une tour, d'où elle se met à invectiver contre tous et contre tout. Quand enfin insultée, c'est la nuit. Débarrassée de sa prison, elle entend les notes du violon de Pierrot, un pauvre poète sentimental qui était amoureux du clair de lune et qui un beau jour s'est retrouvé sur l'astre nocturne. La tristesse de Pierrot fend alors l'armure de Viperetta, qui ressent à son tour une aussi forte nostalgie de la terre qu'elle se met à pleurer. Le lendemain matin, tout est prêt pour le supplice. Sur l'échafaud se tient un bourreau, armé d'une paire d'énormes ciseaux, et une foule enragée conspue la condamnée en criant « Voilà la petite impertinente, voilà la petite sorcière, au pilori, au pilori !» Mais Viperetta ne se laisse pas abattre et répond sur le même ton. La tension devient insupportable lorsque le roi Plenilunio apparaît tout à coup au balcon et dit « Que personne ne bouge !» C'était une blague. Puis il accorde sa grâce à Viperetta, à condition qu'elle quitte son royaume. La fillette, qui se sauve en courant, est rejointe par Pierrot, le violoniste. Tous les deux sortent de la ville et se dirigent vers la machine lunaire qui va les projeter dans le ciel. Leur descente est violente, mais Pierrot amortit la chute de Viperetta en la protégeant de son parapluie. Viperetta descend sur terre, mais la vie ne recommence pas comme avant, car elle n'a pas oublié les jours passés sur la Lune. Son caractère aussi a changé. Elle n'a plus d'accès de colère, mais des crises d'angoisse. Elle a peur d'avoir la langue coupée par le bourreau et raconte ses aventures lunaires à ses parents éberlués qui n'en croient rien. Ils appellent le médecin qui conseille une cure de repos. Et le soir même, Viperetta
est accompagnée à la campagne, dans la bourgade où résident son grand-oncle et sa grande-tante. C'est là que sera mise en œuvre la thérapie singulière imaginée par l'auteur pour mener à terme le changement de la nature vipérine de cet enfant terrible, effronté et rebelle, dont les prémices se sont manifestées déjà pendant le voyage merveilleux sur la Lune. Dans cet autre monde, les circonstances terribles qu'elle a traversées lui ont fait éprouver la peur et démontrer que son agressivité pouvait avoir des conséquences douloureuses pour elle. D'un autre côté, son tempérament féroce s'est humanisé au contact de deux êtres naturellement gentils et généreux, donc Paulette et Pierrot. Alors que Gian Burrasca, rebelle et contestataire jusqu'au bout, était inaccessible à toute éducation, dans l'espace infini du merveilleux, Viperetta a commencé à mûrir en affrontant des épreuves et en surmontant des erreurs. Un parcours qui présente de fortes analogies avec celui de Pinocchio, la troisième strate intertextuelle dans le personnage de Rubino, dont les aventures se terminent invariablement par le constat des conséquences catastrophiques de sa désobéissance. Tout comme Pinocchio, c'est par l'expérience personnelle et au contact avec la dure réalité que la protagoniste a été changée, et non par l'action des parents ni par les leçons de moralité d'un précepteur lunaire. Pour les deux héros, la fin des aventures merveilleuses coïncide avec la fin de l'enfance et de ses pulsions indomptables, même si l'issue imaginée pour Viperetta ne fermera pas complètement son horizon. Rubino innove par rapport à Collodi en inventant une solution originale pour rééduquer son personnage. Lorsque Viperetta entre dans le salon de la villa de grand-oncle Posapiano et de grande-tante Concalma, la fillette, influencée par leur placidité, s'endort aussitôt dans son fauteuil. Sa convalescence dans leur maison va se poursuivre à l'enseigne de la quiétude et du sommeil. Elle aimerait recommencer les caprices et les méchancetés, mais face à son agitation, ses deux bonnes pattes de grand-oncle et grande-tante gardent un flegme imperturbable. Quant à son penchant pour les insultes et les gros mots, il a disparu tout seul après son mariage raté, car Viperetta, en repensant au bourreau lunaire, se mordait la langue plutôt que de dire un vilain mot. Et comme elle ne connaissait que des vilains mots et des injures, elle était réduite au silence. Privée de parole et de possibilités de dialogue, la fillette se trouve dans la nécessité de devoir apprendre de nouveaux mots, dans un univers où la communication avec son entourage semble interrompue. La solution imaginée par l'auteur est plus conforme aux stéréotypes et aux normes traditionnelles pour l'éducation des filles. Ce seront les fleurs du jardin, douées de parole, qui s'en chargeront, et elle gagnera en réflexion ce qu'elle a perdu en spontanéité. L'heure est venue pour elle de trouver son chemin et de se découvrir une passion. Ce qui adviendra lorsque Viperetta retrouvera Pierrot, son compagnon d'infortune. Le bon violoniste se meurt sur un pauvre grabat où il gît, car il s'est brisé les os dans l'atterrissage. Viperetta comprend alors son sacrifice et lui demande pardon. Mais le bon Pierrot ne lui garde aucune rancune et lui fait cadeau de son violon comme souvenir. C'est le don du violon de Pierrot qui décidera du sort de la petite fille. Tout d'abord, il marquera la fin de son séjour auprès de tonton Posapiano et de tata Concalma, car Viperetta fait sans cesse des gammes sur son nouvel instrument, tandis que ses hôtes se déclarent impuissants à y résister plus longtemps. Ils envoient donc à leur neveu le télégramme suivant. Viperetta est guérie, viens la reprendre. Le dernier chapitre marque l'heureuse conclusion de cette métamorphose qui voit sa transformation en belle jeune fille calme et réfléchie. Le moment est venu de changer le prénom de Viperetta, ce qui sera fait dans les bureaux de la mairie, où non pas une fée aux cheveux bleus, mais un simple fonctionnaire pour l'oreiller du registre de l'État incivil, où sont inscrites toutes les personnes méchantes et mal élevées, et écrire dans celui de l'État civil le nouveau prénom choisi par le personnage qui le fera passer du nom d'une bête à celui d'une fleur, Violette. Comme dans les Bildungsromans classiques, cette fin signifie la mort symbolique de la protagoniste, qui assume une nouvelle identité stable et conforme. Elle n'est pas pour autant rangée parmi les jeunes filles en fleurs qui n'attendent plus que le prince charmant vienne les cueillir.
Le choix d'un nouveau prénom n'est pas synonyme d'une déperdition totale de vitalité, car il est dicté par le projet personnel de la fillette, qui désormais ne vit plus que pour sa grande passion, le violon. Puisque le prénom de Viperetta aurait compromis sa carrière de violoniste virtuose, c'est en connaissance de cause qu'elle a décidé d'en changer. La conclusion de récit n'a donc pas la saveur mortuaire qu'elle a dans Pinocchio. Devenu à la fin un petit garçon comme il faut, sans plus aucun rapport avec l'ancien pantin, qui gît devant lui, car la métamorphose du personnage de Rubino, tout en étant respectueuse du sens commun et de la morale, laisse intact pour le futur le talent, la ténacité, l'intelligence et la parole de Viperetta, Violetta. Conclusion donc. Le épien du livre ne doit pas occulter la nouveauté révolutionnaire de ce récit dans la littérature de jeunesse italienne, où Viperetta fait figure d'exception pour sa façon d'incarner une petite fille qui n'est ni obéissante, ni douce, ni gentille, mais méchante et rebelle, belliqueuse et audacieuse et inaccessible aux modalités courantes d'éducation donc des petites filles. Exemple de personnage féminin en rupture avec le processus d'adaptation aux normes culturelles et sociales constamment reproduites, elle prend plutôt place aux côtés de Pippi d'Astrid Lindgren ou de Mathilde de Roald Dahl, parmi les œuvres qui mettent en scène l'altérité féminine. Reine du non, de la résistance et de l'affirmation de soi qui s'impose par la négation et le refus des impositions, des ordres et des interdictions, Viperetta se moque du monde adulte, dont elle révèle la médiocrité et l'hypocrisie, par sa capacité aiguë d'observer et de démolir leur univers conformiste. Ajoutons que l'existence de cette figure hors du commun dans le panorama de la littérature de jeunesse italienne est imputable au renouveau que connaissait alors la littérature enfantine et à l'influence des premières bandes dessinées américaines, avec leurs héros turbulents, Little Nemo, Buster Keaton, les Katzenjammer Kids. Rubino, en effet, a souscrit pleinement à cette nouvelle manière de raconter des histoires. C'est lui qui a introduit, entre autres, les bandes dessinées américaines et les nouveaux personnages des comics dans l'un des plus célèbres journaux pour les enfants qui est le Corriere dei Piccoli. Donc des histoires où le comique préserve de la tentation d'imposer une issue moralisatrice et permet d'affronter des thèmes et des sentiments qui règnent dans le monde de l'enfance, vu dans ses rapports difficiles avec les adultes. Chez Rubino, en effet, il n'y a pas de place pour l'idylle et l'image édulcorée des enfants, car il pose invariablement sur eux le regard toujours ironique et subtilement critique de l'écrivain humoriste. Je vous remercie pour votre attention.